bienvenue dans votre nouvelle émission Flair avec BPI France. C'était vraiment un sujet de mettre en avant des entrepreneurs, des porteurs de projets et des artistes. En France, 1 million pratiquent le trail. Quand on parle de basket, on parle à une communauté. J'ai parfois été sollicité par des sportifs de haut niveau qui voulaient s'éduquer justement à l'entrepreneuriat, au business. Comme le sportif, l'entrepreneur doit avoir un mental d'acier. Moi, je pense que le freelancing est un vrai levier pour les entreprises. Il y a un jour où on va être au max de ses performances, le lendemain, ça va être catastrophe. Il n'y a pas d'entrepreneur qui n'est pas en fait directement ou indirectement lié au sport. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle émission Flair. Je suis extrêmement content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Harold, je suis le CEO et fondateur de l'agence de communication Com. On crée plein de contenus pour plein d'entreprises et on a décidé de coproduire l'émission avec BPI France parce qu'on avait envie d'avoir un format, un talk show qui parle d'entrepreneuriat avec un format un peu plus créatif que ce qu'on voit habituellement sur les réseaux et surtout inviter des entrepreneurs, entrepreneuses de renom. Et autour de cette table, il y a du très très beau monde. J'ai hâte de vous présenter. Est-ce que vous êtes chaud déjà ? Yes, ça yes. Ça va. Non, ça va. Pas... Gary, à quelle sauce on va être mangé, mais ça va. En vrai, ça va être cool. Je commence les présentations à ma droite avec Alec Henry. Hello Alec. Salut. S'applaudir. Ouais. Alec Henry qui est fondateur de entrepreneur.com et qui est détenteur et fondateur du podcast Le Déclic qui a généré plusieurs millions de CA et accompagné plus de 10 000 entrepreneurs. Et l'actu qui est assez chaud dont on a parlé, c'est que tu as fait un événement avec ton programme Scaling où tu as en 5 jours accompagné plus de 14 000 entrepreneurs, c'est ça ? Exactement, ouais. C'était un challenge de 5 jours. C'était pas avec le programme Scaling, c'est vraiment un challenge qui a pour but et initiative de rendre accessible l'entrepreneuriat à tous. 14 000 participants, plus de 5 000 personnes actives tous les jours, qui se challengeaient. Ça a duré une semaine en tout calendaire. Incroyable. Et puis chaque jour, il y avait des défis, des challenges pour leur permettre de lancer leur activité, qui que ce soit, peu importe leur niveau, leur âge, leur milieu social, rendre accessible l'entrepreneuriat à tous. Eh ben, écoute, c'est bien dans la thématique. Je suis hyper content que tu sois avec nous aujourd'hui. Et je continue le tour de table avec Clara Pichon. Clara Pichon, tu es fondatrice et CEO des chocolats Pichon que tu m'as fait goûter qui sont incroyables, vraiment. Il manque juste celui à la praline que tu m'as fait goûter encore. Il y en a sur le plateau ? Il y en a après l'émission. Tu es vraiment dans la thématique du jour, ce que je ne vous ai pas précisé, mais je pense que vous le savez, c'est qu'on va parler de sport. Aujourd'hui, ça va être la grande thématique de cet épisode. Et Clara, tu es en train de bosser l'Ironman qui va être dans un mois, je crois. Dans un mois. C'est ça ? Comment ça se passe l'Ironman de Nice. La prépa ? C'est compliqué à tout gérer. Vie pro, vie perso, 20 heures de sport par semaine. 20 heures de sport par semaine, ok. Donc j'optimise en fait, je suis sur le home trainer et je fais les mails, création de contenu, montage, tout ça. J'essaye de tout optimiser pour être au max. Et t'es ready, tu penses, pour l'Ironman là ? Il y a des jours où on se dit ouais je suis ready et d'autres où on se dit ça va être la cata, je vais jamais réussir à terminer. Donc faut réussir à jouer avec les hauts, les bas et se dire qu'on va être prêt le jour J, on fait tout pour. On va parler de ça va faire partie du débat aussi d'allier un petit peu la vie pro et sportive qui forcément est parfois un petit peu compliqué, mais je continue le tour de table avec Étienne Boutan. Je suis extrêmement content que tu sois là, Étienne. Merci de me recevoir. Étienne, tu es cofondateur de X Technologies que tu as quitté il y a peu. Tu es BA, on a investi dans quelques boîtes ensemble et tu es surtout fondateur d'Intuition VC que tu as lancé récemment. Donc ton actu, c'est clairement ça. Si je comprends bien, c'était un fonds de capital risque qui mise sur tout ce qui est app consumer, donc vraiment du grand public. Ouais. C'est ça ? Exactement ça. Tout ce qui est produits et services tech qui vont scaler sur des millions d'utilisateurs et changer nos habitudes comportementales. Donc c'est la continuité de ma carrière d'entrepreneur. Après avoir monté une boîte, j'ai commencé à faire des tickets en tant que business angel et la suite logique c'était de faire un fonds dans les industries qui me passionnent, donc le consumer. Donc super content d'avoir lancé ça. Écoute, je suis super content que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on termine le tour de table avec Gary Florimond. Alors, Gary Florimond, donc la liste est longue. Ancien basketteur pro. Tu as été reconverti entrepreneur et fondateur d'Athleo Sport, qui est un service de conseil de personnalité qui permet d'aider les athlètes à gérer leur après-carrière business. Et tu as également été fondateur de la startup CryptoStone, qui est une IMO innovante qui mixe, c'est ce dont tu me parlais, à la fois la blockchain et à la fois l'immobilier. Et en actu, écoute, c'est que tu arrives à allier les deux, plus ton plaisir pour le sport, parce que tu m'as dit que tu jouais encore un petit peu. Ouais, c'est ça. On en parlait, mais justement, je cherchais un moyen post-carrière de ne pas trop prendre trop de poids et je me rends compte que les chocolats Pichon, c'est peut-être la solution pour me mettre à l'Ironman. On allait prendre 10 kilos en un an, donc après, il faut doser. C'est quoi un peu l'actu L'actu aujourd'hui, on discutait juste avant l'émission, donc c'est une levée de fonds en cours avec CryptoStone. Okay. C'est de plus en plus d'accompagnement sur Athleo Sport. Donc voilà, c'est le sujet, c'est l'actualité avec les Jeux Olympiques. Ouais. Mais c'est vrai aussi que la post-carrière des athlètes, c'est aussi un sujet donc on en entend parler, mais c'est un sujet primordial. Justement, ancien sportif aussi, passé à peu près sur le même
même parcours que moi. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et Athleo Sport, parmi d'autres structures comme Collectif Sport avec lesquelles on a monté un partenariat, l'idée c'est vraiment d'être une option pour les athlètes parce qu'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Entre les athlètes pro et les athlètes listés sur liste ministérielle, il n'y a pas les mêmes avantages, mais toujours les mêmes problématiques. Ok, Donc, hyper intéressant. Je pensais à faire partie de ton déclic. D'ailleurs, c'est le format de juste après qui s'appelle le format Pitch Tabi. Je balance un petit générique et je vous explique ce que c'est. Générique. On est sur ce donc, tout premier format qui s'appelle Pitch Tabi. C'est assez simple, c'est qu'on est tous autour de cette table entrepreneurs et je pense qu'on a chacun eu un déclic, qui est d'ailleurs le nom de ton podcast que j'adore, Alec, vraiment qui parle justement de ce déclic du moment où on a envie de passer à l'action et de devenir en fait entrepreneur. Je suis assez chaud qu'on fasse un petit tour de table. Qui peut commencer et pour pouvoir me parler un petit peu du déclic. Parole à Alec. Allez, Alec, vas-y. Oui, c'est vrai. C'est le déclic. Comme c'est le déclic, vas-y, Alec. Allons-y, donc... Tu l'as masterisé le truc du coup. Tu connais par cœur. Figure-toi que cette question, on me la pose souvent, mais à chaque fois, j'ai des réponses différentes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un déclic dans la vie, il y en a plein. Le plus grand déclic que j'ai eu, peut-être je ne l'ai pas encore eu. Moi, à la base, rien ne me prédestinait à entreprendre. J'étais à l'époque ouvrier à l'usine, j'ai aucun diplôme spécifique, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs ou autre. Et un jour, j'étais donc en bleu de travail, retentit la sonnette pour aller manger. Je vais du coup badger à 12h01, ouvrir mon casier, prendre ma gamelle, enlever mon mode avion, mettre mon truc dans le micro-ondes. Et je vois une notification de mon grand-père qui me dit « Salut, virgule, ton père est mort ce jour, point ». Sauf que ça faisait plus de 2 semaines qu'il était dans le coma. Malheureusement, il a fait une embolie pulmonaire suite à une opération qui s'est mal passée. Et le vrai déclic, c'est pas son décès, même si c'est douloureux et paix à son âme, c'est le fait que mon grand-père m'ait dit qu'il ne m'a pas informé pour pouvoir moi aller lui dire au revoir. J'étais pas au courant qu'il était depuis 2 semaines à l'hôpital parce que j'étais trop occupé avec mes enjeux professionnels. Or, à cette époque, je n'aimais pas mon quotidien, je n'aimais pas mon job, j'étais encore en formation professionnelle dans cette usine justement, et je me suis dit que c'était pas forcément la vie que je voulais avoir, ni la vie que je voulais offrir à ceux que j'aime. Et j'ai cherché une solution. Et en fait, la voie la plus rapide pour obtenir ma liberté, c'était l'entrepreneuriat. Donc à partir de ce moment-là, si tu veux, je suis rentré dans un état d'esprit de recherche de solutions constante, permanente, tous les jours. Puis je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Et sans ce déclic, je n'en serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas là ici. Bon, écoute, incroyable, discours poignant et écoute, hyper content que tu sois avec nous aujourd'hui et hyper clair cette zone. Tu vois, je savais même pas, je te connais quand même bien et je savais même pas que c'était ça le déclic. Donc voilà, écoute, hyper touchant. Clara, quel a été ton déclic? Ce sera pas aussi poignant, moi. La transition est dure. C'est dur de passer C'est ça, la transition est très dure. Moi, de base, j'étais dans le domaine de la finance. Ok. Master finance à la Sorbonne, vraiment, je me voyais femme d'affaires à la Défense. Je l'ai fait pendant 1 an, j'étais dans un grand cabinet de conseil et je me suis dit non, en fait, c'est pas ma vie de rester assise derrière un PC toute la journée à travailler pour les autres. Et là, bon, ça a été pas un bel événement pour beaucoup de monde, mais moi, le Covid, ça m'a sauvée, clairement. Okay. Parce que je me suis dit, ok, je rentre sur Lyon et je ne veux plus jamais revenir à Paris dans ce domaine-là. J'ai quand même terminé mon master, mais c'est pendant cette année où j'ai pu en fait me rendre compte que je voulais aller dans le milieu de la gastronomie. Et c'est là où je me suis dit, lançons les chocolats pichons. Et donc j'ai commencé ça. Et pourquoi les chocolats? T'as eu une opportunité business? Non, c'est plus que dans le domaine de la gastronomie, envoyer des choses par la poste, c'est très compliqué, des pâtisseries, des choses comme ça. Et le chocolat, c'est la seule chose qui va s'exporter facilement par la poste et qui se conserve très longtemps. Ouais. Du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de faire du chocolat, mais un peu disruptif pour casser les codes et voilà, changer les couleurs, les formes et tout ça. Et j'ai commencé dans ma cuisine et voilà. Trop cool, ça roule. Merci Clara. Étienne, quel a été ton déclic? Ouais, je suis assez aligné avec le témoignage d'Alec. Des déclics, j'en ai eu pas mal, mais je vais peut-être raconter celui qui était un peu le plus fort. Donc moi, j'ai toujours été un peu entrepreneur sans forcément mettre un mot dessus en créant une boîte institutionnalisée. J'étais un gamin qui avait le petit stand avec le verre de lait. Après, j'avais une carte eBay avec la carte, enfin j'avais un compte eBay avec la carte de ma mère où j'achetais, je revendais des trucs. Quand j'étais un joueur de basket, j'étais pas forcément le meilleur, donc j'avais pas d'agent, je faisais tout seul, lettre de motivation, vidéo, etc. Et le moment où j'ai décidé de mettre le basket derrière moi, parce que comme Gary, je suis un ancien joueur de basket pro, j'ai repris mes études aux États-Unis. J'utilisais le basket pour notamment obtenir une bourse, etc. Et je me suis retrouvé en Californie et j'ai ce souvenir d'arriver à San Francisco avec les grands buildings sur les grandes autoroutes. Tu as ce sentiment de grandeur qui te fait un peu sentir que tout est possible.
Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, le basket c'est terminé, j'ai envie de faire autre chose. Et l'entrepreneuriat, c'était vraiment, j'avais l'impression que ça m'ouvrait les bras. Donc c'était un peu ça mon moment déclic, transition du basket vers l'entrepreneuriat. Okay. Tu avais ça en toi depuis un peu toujours. Et comme tu l'as dit, je trouve ça cool de souligner le fait qu'être entrepreneur, c'est pas nécessairement avoir des employés ou une entreprise juridique, plus qu'un état d'esprit au démarrage, une mentalité et la démarche de vouloir construire, avancer et structurer. Et ce sentiment, tu l'as. Et au final, moi, j'ai créé une boîte peut-être 5-6 ans après. Donc j'ai aussi fait mes gammes, j'ai fait un début de carrière en finance. Et quand j'ai eu l'opportunité avec une équipe, une idée, un bon timing, là je me suis lancé. Mais comme tu le dis, c'est pas forcément la création de ta boîte qui fait que tu es entrepreneur, c'est aussi dans le mindset et tout ce que tu fais, monter des projets, rassembler des gens autour de toi. Donc ok. Voilà. Ok, Gary, t'en penses quoi? Et toi, c'était quoi ton... Moi, je suis super aligné avec ce que tu viens de dire. Comme toi, j'étais sportif de haut niveau et j'ai le sentiment que j'ai toujours été entrepreneur, mais je faisais de l'intrapreneuriat, parce que être un sportif, même dans un sport collectif, c'est toujours, pendant les off-saisons, prendre des préparateurs physiques, aller s'entraîner, garder, toujours essayer de progresser. Donc, c'est une démarche entrepreneuriale, c'est le progrès. Je pense que l'entrepreneur, c'est celui qui se pose des questions et qui, surtout, cherche des solutions. Donc, pour moi, ça a été une évidence. Et surtout, j'ai eu un événement marquant, c'est que je me suis rompu le tendon d'Achille pendant ma carrière pro, quand j'avais 29 ans. Et j'ai eu, en fait, si tu veux, un passage où j'ai flirté en fait, avec la dépression, parce que socialement, j'avais perdu tous mes repères. J'ai été éloigné de mon cercle social, de mon équipe pendant 11 mois. Et en tant que sportif de haut niveau, finalement, on nourrit un masque, celui de l'athlète, pendant toute notre jeune carrière. Et là, j'étais face à moi-même et je ne me connaissais pas. Et finalement, ce qui m'a permis de me rassurer, c'est de me raccrocher à ce que je savais faire. C'est-à-dire que, question, solution. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de lever en fait tous les doutes sur ma capacité à faire. Donc j'ai repris mes études à M Lyon, j'ai refait des validations d'acquis d'expérience et en fait ça m'a rassuré. Et le fait de stagner pour moi, c'était quelque chose qui était de l'ordre en fait de la mort. Qu'on parle de la petite mort de l'athlète. J'aime pas trop ce terme, je préfère parler de renaissance quand il est question de reconversion. Mais la stagnation, c'est quelque chose qui me faisait peur et l'entrepreneuriat m'a permis d'avancer et ça m'a sauvé en quelque sorte. Ok, hyper intéressant et je pense que ça va faire partie clairement du débat sur un peu ce mindset de sportif en plus que d'être entrepreneur. On va en parler juste après, mais écoutez, hyper intéressant d'avoir vu vos déclics. On va passer au format d'après qui s'appelle La Bonne Dose, générique. On est sur le format La Bonne Dose et sur ce format, on va parler d'actualité, on va essayer d'être à jour sur l'actu business et quoi de mieux et qui de mieux que Nathan Amram pour pouvoir parler de ça de manière assez légère et fraîche. C'est le CEO de Moon AI qui est une agence qui analyse le contenu vidéo pour déterminer les variables que génère l'engagement et en plus de ça, il m'a toujours fait rire. Messieurs, dames, Nathan Amram. Toujours le même t-shirt. Toujours le semaine après semaine. Semaine après semaine, on ne change pas, mais on lave. Comment allez-vous, Nathan? Et vous-même? Ça va très bien. Quels sont les sujets du jour? Aujourd'hui, on va parler de sport et d'entrepreneuriat et je vais vous expliquer, pourquoi l'entrepreneuriat est un sport. Est-ce qu'on est bon? Tu sais où c'est? C'est là, à toi de jouer. Alors oui, l'entrepreneuriat, c'est un sport. Alors Dieu merci, ce n'est pas un sport qui nécessite de se baigner dans la Seine, donc ça c'est déjà ça. Mais comme le sportif, l'entrepreneur doit comprendre que le temps est avant tout un allié et qu'on n'atteint pas ses objectifs comme ça du jour au lendemain. Et ça on peut même le voir aujourd'hui dans le monde du sport professionnel avec par exemple un certain club de Ligue 1 qui met quand même très longtemps avant de remporter une Ligue des Champions. Comme le sportif, l'entrepreneur doit avoir un mental d'acier. Donc aujourd'hui, être entrepreneur, c'est quand même être capable de se retrouver dans un octogone face à Francis Ngannou, tout en faisant une partie d'échecs. Donc on doit avancer stratégiquement, tout en évitant de se prendre un coup de pied retourné en pleine face. Comme le sportif, l'entrepreneur doit être résilient face à l'échec. Alors faites comme moi, devenez supporter de l'Olympique de Marseille. Je fais ça depuis 27 ans et je vous jure que niveau résilience, on est vraiment bon, vraiment beaucoup trop bon. Enfin, comme le sportif, l'entrepreneur a une vie peu commode, certes, mais une vie entière dédiée à sa passion. Et c'est au final ça le plus important. On est bon. Bravo Nathan. Oh, merci encore, bravo Nathan. Au revoir. Et on va passer sans transition au prochain format, qui est un format dans lequel on va recevoir deux entrepreneurs qui vont venir nous parler de leur projet ou de leur entreprise en fonction de l'état d'avancée et du nombre de chiffres d'affaires, etc. Et ils vont avoir 1 minute pour pouvoir pitcher face caméra comme l'élévateur pitch et ensuite vous allez les challenger, leur poser des questions, essayer d'aller de l'avant pour pouvoir les faire évoluer. Potentiellement, ils auront même peut-être une problématique qu'ils vont annoncer et donc on essaiera de la résoudre. Et la première personne qu'on va, et j'ai pas fait le générique, donc générique. Donc dans ce format maintenant ou jamais, on va recevoir la première entrepreneuse qui s'appelle Louise Barbin, qui est la fondatrice de Valoneron. Hello Louise.
Salut Louise, est-ce que j'ai bien dit le nom de ton entreprise Non. Non, ok, nickel. Alors on recommence. Non, c'est quoi? C'est Valon Run. Ah, Valon. Mais la marque, c'est Valon. Donc on dit Valon plutôt? Fondatrice de Valon, Oui. ok. T'as compris le but du jeu? Pitcher ton entreprise pendant 1 minute, face caméra là où tu vois la petite D'accord. flèche rouge, et puis je te laisse te mettre au centre du desk, et puis ensuite tu poses une question si tu as une problématique aux entrepreneurs, sinon ils poseront plein de questions, à toi de jouer. Bonjour, un jour j'ai remarqué que mon compagnon rentrait d'une sortie de course à pied, il accumulait les chaussures de trail. Dans le milieu, les chaussures de trail de performance coûtent en moyenne 180 € et ne sont pas conçues pour durer ni être réparées. C'est là que Valon est né. Nous allions fabriquer des chaussures de trail solides, légères et qui vaillent le coup d'être réparées. Pour ça, nous nous sommes entourés des meilleurs designers et prototypistes français. Nous sommes partis de la fonction du produit en enlevant le superflu et en intégrant l'esthétique comme élément essentiel, en proposant un service de réparation assuré par des cordonniers. En France, 12 millions de coureurs, 1 million pratiquent le trail. C'est un marché en très forte croissance. Pour la suite de Valon, nous souhaiterions avoir notre propre boutique, améliorer la réparation pour qu'elle soit le plus fluide possible, avoir des modèles comportant le plus de matériaux naturels possible, collaborer avec des marques que nous aimons beaucoup, y compris dans l'industrie du luxe. Pourquoi on fait Valon aujourd'hui? C'est parce que nous croyons que la vie est le mouvement, que le trail est un mode de vie. Nous croyons que les vêtements et les chaussures du quotidien sont un accélérateur de l'activité physique et une invitation au mouvement. Et pour ça, nous fabriquons des chaussures de trail de performance, fabriquées en Europe, vendues en précommande sur valonrun.com. Right. Bravo. Bravo Louise. Bravo. Et je ne sais pas si vous pouvez pas voir, mais c'est des ballons du coup. Oui. Valon Run. Ok, t'arrives à faire comme ça ou pas? Ou c'est dur? Attends, je te tiens. Ok. Oui, c'était pas prévu. Louise, bravo. Vraiment, très stylées. Elles sont extrêmement esthétiques et très jolies, vraiment. Pas que. C'est vrai, exactement. Et fonctionnelles, j'imagine bien. Est-ce que vous voulez rebondir directement? Est-ce que tu as une problématique de manière un petit peu globale ou pas? À toi de voir. J'ai 2 enfants. Ah non, ça prend beaucoup de temps. Non, oui, j'ai une problématique, c'est que dans ce monde où on fabrique des produits, il faut toujours que les volumes soient importants. Donc à chaque fois qu'on demande d'acheter, donc là, en l'occurrence, c'est des matières particulières, eh bien, il faut toujours un minimum de production. Donc même si j'ai une petite idée de la réponse, c'est ma plus grosse problématique. Ok, hyper intéressant. Qui veut rebondir sur cette problématique? Je pense que tu l'as très bien fait, la précommande. Je pense que c'est la meilleure solution, puisque tu sais en fait définir ton besoin et forcément avoir la trésorerie nécessaire, puisque les gens précommandent de base. Mais après, forcément, il faut après faire de la communication sur la précommande et je pense que c'est plutôt ça le sujet. Mais peut-être intéressé de savoir comment tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que tu en es? Est-ce que vous êtes une équipe de combien de personnes? Comment tu as fait pour faire les premiers volumes et les approvisionnements? Alors, d'abord, j'ai posé énormément de questions à tout le monde. Et ensuite, il faut croire en son projet. C'est vrai que je le connaissais par cœur et je suis associée avec Philippe, qui est vraiment le visionnaire de Valon, qui est mon compagnon, qui est un ancien sportif de haut niveau d'ailleurs. Mais courir, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde dans plein de domaines. Et il y a toujours un coureur, il y a toujours des gens qui aiment ça. Et ça m'a beaucoup aidée. Clairement. Alec, tu voulais rebondir Yes. Tu as choisi le modèle de prévente plutôt pour des raisons de cash ou des raisons de quantité minimum? Les deux. Ok. Et la quantité minimum que tu dois réussir à produire par unité? Avec l'usine, on s'est mis d'accord sur 100 pièces, donc c'est très peu. On les fera quand même, parce que je suis sûre qu'il y a un marché. Et aujourd'hui, ça se voit très bien, même tous les jours dans la ville, même si nous, c'est une chaussure de performance, mais elle est forcément portable au quotidien. Je te pose ces questions parce que tu as un business model qui est super intéressant, mais c'est un business model aussi qui est basé sur une cause, sur un mouvement. Et le modèle de la précommande, il fonctionne superbement bien lorsque justement tu vas surfer sur des hypes et sur les éditions limitées. J'irai chercher potentiellement, tu vois, des sportifs de haut niveau qui ont une certaine notoriété dans ce domaine-là ou dans des domaines qui sont, tu vois, qui cohabitent avec ce domaine-là, qui pourraient utiliser ta chaussure, utiliser leur visibilité, leur notoriété pour réussir à vendre ça. Et par contre, ces quantités limitées, ces préventes, tu les fais que dans des laps de temps très courts pour créer ce qu'on appelle du FOMO, Fear of Missing Out, qui fait que tu vas vraiment compresser, congestionner la communication autour de ce lancement au préalable avec des collaborations. Tu vas pouvoir faire du name dropping sur leur notoriété pour faire monter ta marque également en termes de valeur perçue. Et puis derrière, ça t'assure de rapidement vendre toutes tes unités. Moi, c'est la stratégie que je mettrai en place, vu que l'enjeu, il est surtout de marketing et d'acquisition et de conversion, pour aller chercher du cash et pour aller chercher de la vente. Si je peux juste faire Allez, part, vas-y, on en termine fait, là-dessus. C'est ni une solution ni une réponse, plutôt une réflexion en fait, on va dire que je vais donner comme ça. Typiquement, pendant toute ma carrière, j'ai eu toujours une crainte, c'est que certains modèles ne soient plus produits. Et typiquement, moi, je ne suis pas un coureur, contrairement à vous. Pourquoi? Parce que
c'est hyper dur pour moi de trouver une paire dans laquelle je me sens à l'aise. Et typiquement, je pense que le système d'abonnement aussi, pour les sportifs de haut niveau, c'est un truc qui peut être intéressant parce que moi, avoir la garantie de payer tout le temps, en tout cas mensuellement, une somme pour être sûr d'avoir au moins un socle de modèle qui correspond en fait à ce que j'apprécie comme confort, c'est un truc aussi à creuser qui pourrait être intéressant. Ouais, je suis totalement d'accord. On s'arrête là, même si on aurait pu en parler. Extrêmement intéressant d'aller chercher des meilleures là-dessus, je trouve. Effectivement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Louise? Sur vallonrun.com et sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de Vallon. Ça Tu roule. fais des grandes tailles? Oui, bien Des sûr. grandes tailles Ok, Ouais. super. On fera des C'est infos. que des grands chez moi. non. Ça roule. Merci beaucoup, Louise. Bravo pour ton projet. On va rencontrer le deuxième entrepreneur et porteur de projet qui s'appelle Marceau Hamelin, qui est le fondateur de, alors j'imagine Off-Season, tu me diras Marceau si je me cours pas, fondateur d'Off-Season. Marceau, à toi de jouer. Let's go. Ça va? Ça c'est intéressant, toi. Très content d'être avec toi aujourd'hui et que tu sois avec nous. Moi Tu aussi. l'as compris, le but du jeu, ça va être de pitcher en 1 minute, face caméra, juste là, ton entreprise, ton projet. Soit tu as une problématique, soit tu n'en as pas et on rebondit. Je te laisse te mettre au milieu. À toi de jouer. Let's go. Du coup, je m'appelle Marceau. J'ai fondé il y a 1 an et demi le projet Off-Season, un projet qui parle aux basketteurs, donc qui va parler à des personnes autour de cette table. Le projet il a un constat assez simple, qui est de se dire que quand on parle de basket, on parle à une communauté de joueurs, de joueuses, d'athlètes qui ont des objectifs et des envies similaires, notamment des objectifs de performance et de progression. Et l'idée avec Off-Season, c'était vraiment de leur permettre de progresser, de se développer ensemble. Et concrètement, aujourd'hui, la forme qu'on prend, c'est qu'on est une agence événementielle qui permet à ces athlètes de se retrouver, de progresser, que ce soit sous forme de tournois, de camps d'entraînement ou de sessions d'entraînement. On est principalement basé sur Lyon. Et à côté de ça, de cette structure d'événementiel, on développe un média qui est pareil, dans la même dynamique, à savoir mettre en avant les athlètes, les aider à performer, les aider à se développer via différents types de contenus et de création de contenu. Voilà pour Cool. Off-Season. Bravo Marceau, déjà trop cool. J'en mets. Ok, c'est quoi juste quelques métriques peut-être sur le... Off-Season, aujourd'hui, c'est déjà 10 événements organisés, du coup, depuis l'année dernière. Ces 10 événements, c'est un chiffre d'affaires qui tourne autour des 5 000 € Ok. depuis 1 an et demi. Et c'est des événements qui rassemblent plus de 300 joueurs à chaque fois. Ok. Donc voilà, on se développe doucement mais sûrement. Est-ce que tu as une problématique ou est-ce qu'on rebondit directement sur le... J'ai pas forcément de problématique. L'idée pour moi, c'est vraiment de continuer à développer ce mouvement, cette structure. Et donc voilà, c'est d'avoir des conseils, de savoir comment je peux aller plus loin et faire grossir encore plus Off-Season. Bon, forcément, je me tourne vers vous, les gars. Classique, basketteur. Alors, moi, clairement, le problème, je le comprends. J'ai grandi dans le sud-ouest, à Biarritz, et en fait, tous les étés, c'était la galère pour trouver un endroit où jouer. Tout le monde partait en vacances. Et donc, moi, ce que je faisais historiquement, c'est je montais à Paris, et en fait, je jouais au lieu un peu emblématique qui était la Halle Carpentier. Je ne sais même plus d'ailleurs si ça joue encore. toujours. Il y avait des pick-up avec des terrains montants, descendants, etc. Mais c'est clair que l'opportunité d'organiser des tournois où tu vas gérer la logistique pour que tout le monde puisse jouer ensemble, hyper pertinent. Maintenant, mais c'est peut-être moi d'ailleurs qui ai une question pour toi, c'est quoi ta vision du coup pour Off-Season? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire sur le côté de ton agence de médias par exemple? Est-ce que c'est un truc que tu as envie de scaler comme je sais pas, un truc comme la Drew League ou le K54? C'est quoi un peu ta vision par rapport à ça? En fait, l'idée, c'est vraiment avant tout, Off-Season, en fait, moi, je le décris comme un mouvement, enfin vraiment une communauté, donc arriver à développer ça encore plus. Aujourd'hui, on est principalement basé sur Lyon. Le but, ce serait d'arriver à être un peu national, donc avoir, typiquement, en ce moment, on organise une Summer League sur Lyon, arriver à faire ça d'un mouvement national, donc oui, arriver à scaler ça à l'échelle de la France, ce serait vraiment l'objectif et ce pourquoi on travaille aujourd'hui. Mais tu aimerais que ça devienne du coup ton job full-time? Ouais, totalement, Ok. voilà, ouais, c'est l'objectif. Trop cool. Et du coup, tes principaux partenaires, ça va être les Alors, clubs, C'est les ça. universités? En fait, à chaque fois, on parle à 3 parties, on va dire, quand on organise des événements. Ok. On a forcément la partie participant, on a une partie marque, sponsor, et enfin, on a une partie plus associative, notamment via les clubs. Ok. Pourquoi? Déjà, ça nous permet d'avoir une sorte de crédibilité auprès des participants, encore plus que ce qu'on a déjà, et surtout, ça nous permet d'avoir accès à des infrastructures. Typiquement, là, il y a un bel événement qui arrive à Lyon avec le club de Lyonceau. Donc là, on travaille directement avec Lyonceau pour avoir accès à leurs salles, à leurs équipements, à leurs bénévoles, etc. Et donc, ça nous permet de non seulement ramener du monde, mais surtout d'assurer un événement de qualité. Ok. Donc, c'est les 3 parties à qui on parle à chaque fois. donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment accélérer, réussir à pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Là, tu m'as dit, c'est 5 000 €. Ouais, c'est ça, 5 000, et il y a eu quelques prix, subventions Ok. à côté. À partir du moment où tu commences à fédérer une communauté et des gens qui sont engagés, qui sont vachement ciblés, tu as quand même moyen d'aller chercher un peu de financier auprès des marques parce que tu as une cible qui est très très compacte. Ouais, c'est ça. Et ça, tu n'as pas pu aller chercher déjà un petit peu plus C'est vraiment sur quoi on travaille là aujourd'hui. On a une forte période donc, qui est l'été, quand la saison finit et jusqu'au début de la prochaine saison. Et donc l'effort commercial là-dessus, il est vraiment sur la recherche de sponsors
et de marques qui financent ces événements-là. Et donc, c'est l'effort commercial dans lequel on est aujourd'hui. Ok. Je rebondis sur globalement ce qui s'est dit, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à revoir peut-être dans le modèle économique actuel, comme tu l'évoquais, parce que si tu veux vraiment en vivre, il va falloir revoir quelque chose dans ce schéma. Mais quand tu veux constituer une communauté, je pense qu'il y a deux axes à choisir. Il y a un choix à faire au départ, c'est soit l'axe de la monétisation, soit l'axe de la croissance de la communauté. Et du coup, tu peux très bien te dire que j'ai un parti pris qui est par exemple pendant les 6, 12, 18 prochains mois, peu importe, où je ne veux pas du tout chercher à monétiser, je veux juste chercher à scale la communauté. Et ensuite, derrière, je vais réussir à trouver un modèle économique qui convient parfaitement, que ce soit via du sponsor, via de la monétisation, via un abonnement, via une communauté payante, via plein de choses, qui va te permettre de justement rendre viable le modèle. Mais en fait, c'est des effets de levier et tu arriveras beaucoup plus facilement à mettre du leverage sur un des deux axes, si tu te concentres que sur un axe, pour ensuite pouvoir utiliser l'axe du modèle économique. C'est clair qu'une fois que tu as la communauté, si tu veux aller chercher des partenariats ou monétiser, c'est beaucoup plus simple parce que tu as beaucoup plus de leviers. C'est clair, hyper pertinent. 1 million d'euros en 2025 du coup, c'est ce qu'on souhaite. Let's go. Merci beaucoup à toi, c'est très cool. On peut te retrouver où? Sur nos réseaux sociaux, donc The Off Season sur Instagram, TikTok, enfin let's go. les réseaux. Ça roule, merci beaucoup, encore bravo à toi. Salut. On reste dans la continuité des tips et des conseils pour les entrepreneurs avec le prochain format qui s'appelle le format coup de pouce. Générique. On est sur ce prochain format qui s'appelle le format de coup de pouce. Comme je vous ai dit, on va recevoir un entrepreneur que j'aime beaucoup qui vient nous donner des tips sur un sujet qui est très en vogue. Vous allez voir. On va recevoir Charlie Gaillard qui est le fondateur et CEO de Bigger. En gros, Bigger, ils analysent précisément le projet pro, la personnalité et les valeurs des talents pour essayer de leur proposer des missions dans des entreprises qui leur ressemblent. Donc on va parler du monde du travail de manière un peu générale et de ses spécificités. Messieurs, dames, Charlie Gaillard. Hello. Salut Harold. Ça va? Ça va et toi? Nickel, je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi. On va parler d'un sujet qui, je pense, nous concerne tous, c'est qu'il y a un changement un peu systémique du milieu, enfin du monde du travail. On n'avait que des CDI avant, le monde du freelancing a explosé. Et moi, j'aimerais bien te demander pourquoi est-ce qu'il faut recruter un free en 2024? Ok, bah écoute, Je te laisse. Allez. Alors effectivement, il y a des mouvements qui s'opèrent en ce moment sur le marché du travail. D'un côté, on a des entreprises qui de plus en plus ont besoin de flexibilité et commencent à travailler en mode projet. Donc ça, c'est vraiment un grand mouvement qu'on observe pour les petites boîtes comme les grandes boîtes. Et puis on a aussi un mouvement du côté des talents. 60% des talents aujourd'hui, 60% des salariés souhaitent ou réfléchissent à devenir indépendants dans les 2 à 3 années. Et c'est même 75% pour les moins de 35 ans. Donc on voit que c'est vraiment pas un petit phénomène, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur ce marché de l'emploi. Et donc moi je pense que le freelancing est un vrai levier pour les entreprises. Parce que ça permet d'accéder à des compétences, à des expertises qu'on ne peut pas forcément se payer au long cours, auxquelles on n'a pas toujours accès non plus. Et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir justement mobiliser des compétences, des expertises de façon extrêmement ponctuelle, ou peut-être même d'ailleurs plus long terme, sur des projets bien délimités. Et donc les entreprises doivent se saisir de ce sujet-là et elles doivent commencer à réfléchir de façon ouverte, comme un hub de compétences. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Bravo Charlie. Merci Charlie. Merci. Bye bye, salut. On va passer au dernier format, le plus gros du format de cette émission, qui est le format Fair Play. On se retrouve tout de suite. Générique. On est sur la thématique du sport, je pense qu'on l'a un petit peu compris. J'aimerais bien vous poser une question un peu globale et après on pourra affiner et rentrer dans un niveau de granularité pour descendre sur des sous-jacents de cette question. Mais c'est, à votre sens, quels sont les gros défis du sport business de manière générale en France? Nous, accompagnant n'importe qui désire se lancer ou scaler leur activité, j'ai parfois été sollicité par des sportifs de haut niveau, des footballeurs ou des familles de sportifs de haut niveau qui voulaient lancer un business ou qui voulaient s'éduquer justement à l'entrepreneuriat au business pour la suite. Et j'ai eu deux constats. Le premier, c'est que l'éducation au global autour du business et l'entrepreneuriat et l'éducation financière au global n'était pas forcément quelque chose qui était travaillé et la priorité pendant la carrière. Et je trouve extrêmement dommage parce que du coup, ça ne permet pas d'outiller, d'équiper et d'armer le sportif pour l'après, mais aussi le pendant finalement. Ça permettrait notamment de mieux communiquer, par exemple. Ça permettrait de faire rayonner davantage tout ce qui est déjà présent et déjà là. Et ça apporterait beaucoup plus de valeur et aux sportifs et à l'écosystème au global. Parce que l'état d'esprit d'un sportif, pour moi, je le compare un peu aussi à un militaire. Et derrière, ça fait des réussites incroyables. C'est une très bonne transition parce que je voulais vous poser la question. Clara, je suis preneur d'avoir ton point de vue. Est-ce que le fait d'être sportif,
c'est pas un hack pour entreprendre. Parce qu'en vrai de vrai, un sportif, ça a une rigueur de dingue au niveau de l'alimentation, au niveau des entraînements, etc. On s'entend. Et donc, c'est un espèce de formatage pour pouvoir devenir entrepreneur. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un espèce de hack de lancement, Clara? C'est toujours vouloir aller plus loin aussi, Ouais. dépasser ses limites et de se dire ok, j'ai fait un marathon, ok, bah, je vais faire un Ironman, ok, j'ai fait l'Ironman, bah, j'en ai fait un encore plus dur. Enfin, toujours vouloir plus, toujours se dépasser et aussi les hauts, les bas, toujours voir il y a un jour où on va être au max de ses performances, le lendemain ça va être catastrophe. Comme dans l'entrepreneuriat, il y a des jours plus ou moins bons. Quoi. Mais pour apporter ma pierre, je dirais que là où le sport c'est un hack, c'est que ce qui est intéressant dans le sport en général et même celui du haut niveau, c'est le sport nous permet de trouver du confort dans des situations inconfortables. Absolument. Je pense que c'est ce qui est très proche de l'entrepreneuriat, c'est de trouver en fait du plaisir dans, on va dire, le manque de visibilité. Typiquement, un sportif, je veux dire, quand tu commences ta course ou tu commences cette démarche de dire je vais faire un Ironman, tu sais pas du tout ce que ça va donner quelques mois après. Ah oui, totalement. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça naît d'une idée. Et comme pour moi, le sportif de haut niveau, c'est un gamin qui est à la télé et qui dit tiens, tu sais quoi, je vais faire comme Victor Wembanyama. Et en fait, ça vient de là, en fait, une impulsion, en fait, une énergie qu'on nourrit sans forcément avoir une certitude sur la fin. Totalement, je suis absolument d'accord. Et est-ce que selon vous, on met suffisamment d'assets, de ressources pour pouvoir se développer? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont montré, parce que typiquement j'ai vu des Blaise Matuidi, il y a plein de sportifs et notamment des footballeurs qui se sont mis à investir, à lancer des fonds, etc. Est-ce que, à votre sens, le secteur business sportif est correctement mis en lumière? Est-ce que pour vous, il y a encore des marges de progression? Comment vous déterminez un petit peu ce secteur? Aujourd'hui, c'est un peu moins de 450 000 emplois en France, secteur privé associatif, et les chiffres montrent quand même une tendance croissante. Avec les Jeux Olympiques de Paris, j'ai quand même hâte de voir aussi l'engouement parce qu'on voit dans les entreprises, avec certaines structures qui se lancent, il y a de plus en plus d'actions qui sont mises pour solliciter les collaborateurs à faire de plus en plus de sport. Donc je pense que c'est un secteur qui est totalement à développer et la tendance elle est mondiale. Donc je pense que comme disait, sportifs de haut niveau sont là pour mettre en lumière en fait le sport, mais le travail des entreprises, des entrepreneurs est encore plus important pour continuer à porter cette parole parce que il n'y a pas d'entrepreneur qui n'est pas en fait directement ou indirectement lié au sport. Donc je pense que le parallèle il est hyper proche et rassurant. Et est-ce que vous avez réussi à trouver le bon équilibre entre la vie perso et entrepreneuriale? Donc déjà ça c'est complexe je trouve, et rajouter la partie sportive qui nécessite de la rigueur, de la régularité. Est-ce que vous avez réussi à trouver le bon système? Je pense que c'est une question de priorité. À partir du moment où tu arrives à l'utiliser comme un outil et que tu y trouves du plaisir, ça devient une priorité, ça devient plus du coup une contrainte, ça fait partie de ta vie. En fait, c'est comme créer une nouvelle habitude, ça devient quelque chose de complètement naturel et dont tu as besoin au quotidien pour pouvoir performer, ça sert tes intérêts, donc tu le fais naturellement. Et naturellement, tu impactes aussi ton entourage. Absolument. Mais Alec le disait, c'est un jeu infini. Je pense que plus tu avances dans ta vie de façon générale, plus tu essayes d'optimiser en fait, ton quotidien, ce qui te fait te sentir le mieux. Et souvent, je trouve qu'il y a un pattern chez les entrepreneurs qui montent la première boîte, qui sont complètement submergés et qui vont par exemple totalement arrêter le sport. En fait, quand ça commence à aller un peu mieux, en général d'ailleurs à peu près à notre âge, on se dit vas-y, je vais remettre le couvercle, je me remets au sport sérieusement. Là, j'ai vraiment envie que ça soit priorité numéro 1 dans ma vie parce qu'au début, quand tu lances des boîtes, tu as l'impression que tout ce que tu fais qui n'est pas lié à la boîte, c'est une perte de temps. Et tu t'oublies. Exactement, tu sacrifies énormément, etc. Alors qu'en fait, quand tu ajoutes ça dans ton quotidien, ça te permet de te sentir mieux et de travailler encore mieux. Et donc, je pense que c'est une quête infinie où tu dois constamment retravailler ta routine et essayer de l'optimiser. Ouais. C'est clair. Écoutez, on peut peut-être arrêter sur ce constat. J'ai été extrêmement content de vous recevoir aujourd'hui dans Flair. Ça va, vous avez passé un bon moment? Plaisir à partager. Très bien. Ouais, magnifique. Avec Flair, on s'est promis avec BPI France qu'on allait mettre en avant des entrepreneurs. On voulait pousser la dynamique un peu plus loin en mettant aussi en avant des artistes et notamment des musiciens. Donc on va terminer cette émission avec une petite touche musicale. On se retrouve rapidement juste pour ce concert. Et puis merci encore à vous d'être venus. Et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci. Cours et envole-toi, je te rends au vent qui file sous tes doigts. Mais écoute une dernière fois à ma peau qui doute de tout sauf de toi. Pas de chaîne quand on aime si fort, pas de remords dans les veines quand on adore.
Une lueur à l'ouest se couche sur tes draps, attise une envie de l'est loin de mes bras. Cours et envole-toi, je te rends au vent qui file sous tes doigts. Mais goûte une dernière fois à ma peau qui doute de tout sauf de toi. Sur tes lèvres un dilemme de temps, mais j'y dépose et j'y sème tout mon présent. Mon âme coule sur mes joues, sur mes seins. Une larme roule dans le creux de tes mains. Et je cherche encore, oh, dans le chaos des songes, oh, des mots plus forts, oh, que ce qui me ronge, oh, cours et envole-toi, je te rends au vent qui file sous tes doigts. Mais goûte une dernière fois à ma peau qui doute de tout sauf de toi.